Bonjour. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler de la programmation neurolinguistique, ou communément appelée la PNL, l'un des piliers fondamentaux du développement personnel et du coaching. Comme j'ai dit dans la première capsule, la PNL est considérée comme une méthode du développement personnel. Alors, qu'est-ce que la programmation neurolinguistique, en quoi elle consiste et comment on peut l'utiliser dans notre développement personnel ou dans notre épanouissement de soi? Alors, la PNL a été créée ou théorisée la première fois par John Grinder, un linguiste, et Richard Bandler, un mathématicien. Donc, c'est pour ça que vous trouvez le mot programmation, qui nous rappelle tout ce qui est informatique, programmation informatique par exemple, et vous trouvez linguistique, et il y a la connexion qui se fait bien sûr d'une manière neuronale. Alors leur objectif, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup impressionnés par ce qu'on appelle la Gestalt thérapie, une théorie qui est très fondamentale dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que la Gestalt thérapie, elle voit la personne comme un tout. D'accord? Elle voit que le tout est plus important que les parties qui font l'ensemble. Comment? Ça veut dire qu'on doit faire attention à tout élément de notre psychologie, de notre physique, de notre façon de voir les choses, de nos attitudes, de nos relations, de nos comportements, de nos valeurs. Tout ça, il fait un tout, d'accord, qui est responsable de notre épanouissement. Lorsqu'on néglige un élément, par exemple de notre psychologie ou de notre environnement ou de notre relation avec les autres, un de ces jours, il va nous créer un problème parce qu'il n'a pas été résolu. Voilà. Et donc, les deux, c'est-à-dire le linguiste et le mathématicien, ont approfondi leurs recherches pour nous donner ce qu'on appelle actuellement la programmation neurolinguistique. Je ne suis pas là pour parler des limites ni des critiques qui ont été faites là pour cette théorie. On va prendre ce qui est important. C'est-à-dire à notre sens, concernant le développement personnel. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler des 11 présupposés de la programmation neurolinguistique qui résument en tout ce que la programmation neurolinguistique a donné pour le développement personnel. Alors, premièrement, la carte n'est pas le territoire. C'est le premier présupposé de la programmation neurolinguistique ou la PNL. Cette notion qui est due à Korzybski, c'est le fait que nous percevons le monde, c'est-à-dire le territoire, à travers nos sens, d'accord? C'est-à-dire à travers notre visuel, à travers notre auditif, à travers notre kinésique, et il y a bien sûr les autres sens, l'olfactif et le gustatif, c'est ce qu'on appelle le VACOG. Et bien sûr, nos sens, avec ces sens-là, nous percevons la réalité d'une manière qui est différente de celle des autres. C'est pour ça que des fois, nous percevons la réalité d'une manière et nous considérons que cette manière-là, elle est la plus juste. Les autres aussi, ils perçoivent la réalité à leur manière et ils considèrent que c'est la plus juste. Personne n'a tort, personne n'a raison. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. D'accord? On ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça qu'il y ait beaucoup de malentendus et qu'il y ait beaucoup de problèmes relationnels dus à cet effet. Donc la meilleure des choses, selon la PNL, c'est d'accepter le fait que ma carte, c'est-à-dire ma vision des choses, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la vraie réalité. Donc je dois être à l'écoute des autres, je dois observer les autres, comment ils se comportent et comment ils organisent leur propre perception pour qu'il y ait quand même un rapprochement des idées et un rapprochement des points de vue pour se faire comprendre et pour se comprendre aussi. Deuxième présupposé, tout comportement il est issu d'une intention positive. Ça veut dire, par exemple, lorsque une maman, elle gronde son fils, c'est pas qu'elle est méchante, mais parce qu'elle veut lui inculquer peut-être certaines règles de bienséance ou de bonne éducation, etc.
Alors, vous allez me dire, un tueur en série, est-ce qu'il a une bonne intention? Alors, les PNListes, ils trouvent quand même de bonnes intentions. Ils disent que, par exemple, dans les entretiens qu'ils font ou qu'ils avaient fait avec certains tueurs en série, ils disent que ces tueurs-là, d'accord, ils disent que, bon, mon intention, c'est peut-être de purifier le monde de ces personnes méchantes-là qui salissent l'humanité par leurs péchés. Voilà. Il y a toujours une intention quelconque qui se cache derrière un événement que nous considérons, à notre sens, qu'il est désagréable ou qu'il est inacceptable selon les mœurs ou selon la culture dans laquelle nous baignons. Voilà. Troisième présupposé, on ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication. Le verbe est une communication et qui ne représente selon les PNListes que 7%, c'est-à-dire la parole. Mais dans la parole, il y a le contenant, il y a le contenu, il y a ce qu'on dit et comment on le dit. Il y a les gestes, il y a la voix, il y a la posture, il y a l'allure, il y a la gestion de l'espace. Il y a plein d'éléments qui donnent au message verbal son intensité, d'accord. Soit il l'intensifie ou soit ils lui font perdre son éclat. Peut-être peut-être que le message il va être plus convaincant, plus persuasif, ou au contraire, il n'aura aucun effet sur l'auditoire ou sur la personne avec laquelle on parle. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tout est communication. Nous ne sommes pas nos comportements. D'accord? Donc, les individus en PNL ne sont pas leurs comportements sont leurs réponses à des stimuli. C'est-à-dire, des fois, quand on se met dans une situation provocatrice, on peut s'énerver, on peut se fâcher, on peut peut-être prononcer des mots qui ne sont pas acceptables, mais ça ne veut pas dire qu'on est comme ça dans la réalité. C'est une réaction à des stimuli. D'accord? Donc, c'est pour ça que les PNListes, ils apprennent aux personnes qui vivent ce genre de situation à avoir d'autres réponses qui sont plus acceptables, d'accord, aux mêmes situations. C'est-à-dire, si je m'énerve dans une situation qui me provoque ou qui me fonce, avec un PNListe, je vais apprendre peut-être à avoir un autre comportement qui est plus adéquat à la situation, d'accord, sans que je prononce des propos qui sont désagréables ou qui sont peut-être gênants pour d'autres personnes qui sont avec moi. Corps et esprit agissent l'un sur l'autre. Donc, on ne peut pas considérer que, par exemple, lorsque je me fâche, bah, ça y est, c'est fini cette situation, je me suis fâchée, je me suis mise en colère, et puis c'est fini. Non, c'est pas fini. Ça a des effets négatifs, néfastes sur l'organisme et sur le corps. On peut avoir des maladies, on peut avoir des accumulations d'énergie négative, hein, d'accord? Et on peut avoir, c'est-à-dire des effets très désastreux sur la santé physique et même mentale de la personne. Un autre présupposé, c'est qu'il est possible de reproduire les performances des autres. C'est-à-dire que lorsque je vois quelqu'un qui a réussi sa vie, ça ne suffit pas de dire bah, « tiens, il est chanceux » ou « il est ceci » ou « il est cela ». S'il a réussi, c'est qu'il a su utiliser ses potentialités, il a su quand même performer. Et donc, on peut reproduire ces éléments-là de réussite, on peut les reproduire chez nous. On peut les mettre, mais bien sûr, en les adaptant à notre comportement et à notre personnalité. Le sens de ce que nous communiquons est dans la réponse de ce que nous donnons. Brièvement, ici, on met l'accent sur le feedback. D'accord? On pense qu'on communique bien, on pense que bien, le message il est bien fait, il est bien pensé. D'accord, peut-être je l'ai bien préparé, mais je ne peux savoir si mon message il est bien ou il n'est pas bien que lorsque je vais voir quel effet il a eu sur la personne avec laquelle ou à la personne à laquelle il est destiné ce message. Est-ce qu'il a bien écouté? Est-ce qu'elle a compris? Et ça, je vais le comprendre soit par son regard, soit par ses grimaces, soit par ses gestes. D'accord, soit par les questions qu'elle allait me poser. Il y a plein d'éléments qui vont me permettre de comprendre est-ce que mon message il est bien passé, est-ce qu'il est compris, est-ce qu'il a eu l'effet désiré ou au contraire peut-être je dois me réajuster et je dois poser la question autrement ou bien je dois reformuler le message autrement et ainsi de suite. Plus on a de choix, mieux c'est.
d'accord? Donc, ça veut dire que lorsque je suis dans une situation problématique, hein, d'accord, je dois énumérer toutes les pistes de solutions que je possède. Et je ne dois pas me contenter d'une seule solution. Je dois avoir plusieurs plans. Le plan A, le plan B, le plan C. Pourquoi pas le plan N? Parce que plus j'ai des choix, plus j'ai de liberté, une marge de manœuvre qui va me permettre vraiment de sortir des sentiers battus, au contraire, ou peut-être de réaliser mes objectifs que j'ai fixés au départ. Chaque personne a en elle toutes les ressources pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça rappelle ce que j'ai dit dans la première capsule, à savoir le dedans-dehors. Ça veut dire que la personne, elle doit partir de ce qu'elle a, d'accord, pour avoir de l'effet sur l'extérieur. Et non pas l'inverse, attendre à ce que les moyens extérieurs soient favorables pour qu'on réalise ce qu'on veut réaliser. Toutes les potentialités, elles sont possédées à l'intérieur de nous. Il suffit de faire un bon ménage, il suffit d'avoir un bon dialogue avec nous-mêmes, il suffit d'être à l'écoute de nous-mêmes, d'accord, et de croire en nous, de croire en nos compétences pour pouvoir aller vers l'avant et de réaliser ce qu'on veut réaliser. Alors, l'échec n'existe pas, il n'y a que du feedback, c'est l'un des présupposés de la PNL que j'adore énormément. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes considèrent que l'échec c'est la fin, d'accord? Donc, on commence à avoir des préjugés sur soi qui bloquent ce qu'on appelle des croyances limitantes. Par exemple, je sais pas, j'ai entamé un projet, je ne l'ai pas réussi, ça y est, je ne vais pas terminer. Je suis bonne à rien, je ne sais pas faire telle ou telle chose, je ne suis pas préparée pour être à la hauteur de ce projet, et on arrête tout et on accumule des idées négatives sur nous-mêmes qui nous bloquent, pas juste pour ce projet, mais pour le reste des projets que l'on va entamer dans toute notre vie. Et ça, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que l'échec, normalement, c'est une occasion pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. C'est tout simplement ça. Et c'est Christophe Colomb qui le disait, c'est que à la conquête de l'Amérique, il a échoué plusieurs fois. Et des fois, il dit que lorsque ça ne marche pas, ça veut dire que je n'ai pas utilisé les bons moyens. Peut-être que la stratégie que j'ai employée, elle n'est pas la bonne. La technique de navigation que j'ai utilisée, elle n'est pas la bonne, etc. Et il a essayé plusieurs fois et finalement, il a réussi. Alors, c'est la même chose pour nous. Ça veut dire que si j'entame un projet et ça n'a pas marché, lorsque je dis projet, je dis bien un projet qui peut être sur le plan personnel, professionnel, académique ou autre, peu importe, l'essentiel c'est un projet de vie. Et alors si je n'ai pas réussi la première fois, c'est une occasion pour que j'aie un dialogue avec moi-même, un monologue avec moi-même, ou bien d'avoir une occasion pour mettre les pour et les contre et de mesurer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et de se dire tiens, ça je l'ai bien utilisé, mais cette stratégie peut-être, ou cette technique, ou cette méthode, ou la personne avec laquelle j'ai travaillé, ou le budget que j'ai alloué, ou les sentiments que j'ai investis ne sont pas vraiment peut-être adéquats ou adéquates avec la situation. Tout dépend. Alors, à cet effet-là, l'échec, c'est une occasion de mesurer ce qui ne fonctionne pas pour le réajuster pour la prochaine fois. L'échec, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est une occasion et c'est une piste d'amélioration. Si quelque chose ne marche pas pour vous, changez votre façon de le faire. Voilà, c'est ça. Il y a des personnes que, lorsque ça ne marche pas, ils reprennent. Mais ils reprennent avec les mêmes méthodes et ils reprennent avec la même manière. Alors, c'est normal qu'ils vont avoir les mêmes résultats, d'accord? Je ne sais pas, quelqu'un qui est très gentil ou qui est très sympathique avec les gens, et à chaque fois qu'il rentre dans une relation, il voit qu'on abuse de sa gentillesse et de sa sympathie, et quand il rentre dans une autre relation, il continue à se comporter de la même manière et de la même façon. Ce n'est pas pour dire que la sympathie et la gentillesse ne sont pas de bonne qualité, loin de là, mais il faut les doser selon les personnes avec lesquelles on est en relation, tout simplement.
Voilà, donc il s'agit des 11 présupposés de la PNL. J'espère que vous allez les utiliser dans votre cursus, que ce soit académique ou professionnel, et même dans votre vie privée. On aura d'autres capsules aussi pour parler de l'usage de ces présupposés de la PNL dans d'autres domaines que l'on va découvrir dans d'autres capsules. Je vous dis au revoir.